Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de trop de protéines, d'inégalités envers les sexes. On va parler également de groupes d'aliments tueurs. Et pour conclure, on fera un petit aperçu, un petit passage par la diète cétogène. Bon, je vais pas trop perdre de temps parce que je crois qu'on a pas mal de sujets. 1, 2, 3, 4, allez 5 si je tire un petit peu. Alors avant de démarrer, sachez que il y a l'intégralité des notes que je prends par rapport à chaque sujet que je fais dans les épisodes, dans les notes du podcast. Donc si vous êtes en train d'écouter un podcast sur Apple Podcast, maintenant ils les ont un peu planquées. Ces notes, vous les retrouverez quand vous êtes sur un épisode directement. Donc vous ouvrez votre podcast, vous allez sur votre épisode en cours de lecture. Donc vous cliquez sur la fenêtre en bas là du podcast en cours et en haut à droite vous avez 3 petits points entourés par un cercle et vous mettez accéder à l'épisode. Il y a un petit i et là du coup vous allez voir toutes les notes de l'épisode. Alors moi ce que j'ai fait c'est que vu qu'il y a énormément de notes sur mes podcasts et que ça tient pas en fait partout, j'ai fait un condensé un petit peu plus important sur mon site internet directement à la source du podcast. Donc je vous ai mis un lien normalement en début de notes pour accéder à l'intégralité des notes. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais ceux qui ont l'habitude savent comment ça fonctionne. Mais c'est toujours important parce que il y en a qui écoutent le podcast et qui aiment bien lire après les petits articles que j'ai fait en fonction de chaque sujet. Et ben voilà, ça vous permet de pouvoir approfondir un petit peu et d'avoir surtout la source dont je tire mes arguments, enfin mes présentations dans les épisodes. Voilà. Alors, on démarre avec le premier sujet. Trop de protéines, un risque pour les artères. Alors, c'est une étude qui a été faite, il me semble, sur des animaux. Donc, je crois que c'est des petites souris ou je sais plus ce que c'est. Alors je lis, alors dans une ère où le culte du corps parfait et de la santé règne, une étude de l'université de Pittsburgh vient bousculer les idées reçues sur la consommation de protéines. Alors l'étude a été publiée dans Nature Metabolism, donc c'est une revue scientifique, on va dire. Cette recherche révèle que consommer plus de 22% de ses calories quotidiennes sous forme de protéines pourrait activer les cellules immunitaires impliquées dans la formation de plaques d'athérosclérose, augmentant ainsi le risque de maladie. Alors, c'est un raccourci, évidemment, et je ne vais pas défendre les protéines ou quoi que ce soit, mais juste dire, par exemple, moi j'ai fait le calcul à peu près, donc je vais vous le refaire, mais je l'avais fait juste avant pour savoir à peu près ce que ça faisait. Où est ma calculatrice j'avais trouvé, alors si on prend une diète à 2000 calories, on en extrait 22%. Donc ce qui nous fait 440 calories. Ces 440 calories de protéines, on va les diviser par 4 parce que 4 calories pour 1 gramme de protéines. Et ça nous fait 110. Donc 110 grammes de protéines, il faudrait pas dépasser les 110 grammes de protéines, mais si on a une diète à 2000 calories, et j'imagine si on n'est pas sportif. Ben en fait, là où il y a une problématique, c'est que si jamais on a une diète à 2500 calories, ben forcément l'apport en protéines, la tolérance va être plus élevée. Donc il y a c'est quand même compliqué. Ça se base sur un apport calorique quotidien qui serait défini en fonction de l'individu, de manière très précise et très savante, une façon très savante de définir l'apport calorique quotidien. Ce qui me semble un peu étrange, on va dire, puisqu'on a énormément de mal à définir, sauf ceux qui vont se mettre dans des appareils, je sais plus comment ça s'appelle, mais
où on va faire le test de la dépense calorique en laboratoire et tout ça, mais sinon, nous, dans la vie de tous les jours, c'est très, très difficile. Mais bon, et cet apport protéique ne devrait pas dépasser les 22. Bon, je vais continuer la lecture et puis on en parle un peu ensuite, hein. Donc, l'étude combinant essais humains à petite échelle, expérience sur des souris et des cellules en culture, donc il n'y a pas que les souris, pointe du doigt l'acide aminé, la leucine. Alors celle en muscu, nous, c'est la plus anabolisante et on va voir pourquoi d'ailleurs. Et elle est présente en grande quantité dans les protéines animales comme le bœuf, les œufs et le lait, comme un facteur clé dans l'activation anormale des macrophages. Ces derniers, en s'accumulant dans les parois des vaisseaux, favoriseraient l'aggravation des plaques d'athérosclérose. Alors, faut savoir une chose, c'est que ces plaques, déjà, on peut en avoir à partir de très jeune. En plus, quand elles sont là, les déloger, c'est pas quelque chose de facile, voire impossible. Et, heu, et avant d'avoir les premiers symptômes, avant d'avoir les premiers troubles cardiovasculaires, on va dire un peu sérieux, c'est plutôt, comment dire? Asymptomatique, quoi. On s'en rend pas vraiment compte. Donc Babak Radzani, professeur de cardiologie et auteur principal de l'étude, met en garde contre une augmentation aveugle de la consommation de protéines, surtout chez les personnes à risque de maladies cardiovasculaires. Cette découverte souligne l'importance d'une alimentation équilibrée, blablabla, et pourrait ouvrir la voie à des recommandations diététiques plus personnalisées, sans blague. Moi, je vous dis depuis tout le temps que la clé, c'est pas d'avoir un programme, la clé, c'est d'avoir de la connaissance, d'avoir des informations fiables, de manière à devenir autonome sur son style de vie. Un petit peu comme un médecin quand il vous dit, une guérison se fait à 2, le patient et le médecin. C'est pas que le médecin qui guérit. Donc voilà. Heu Alors que de nombreuses questions demeurent, notamment le juste milieu dans la consommation de protéines, cette étude rappelle que l'excès n'est jamais bénéfique, même quand il s'agit de nutriments essentiels, etc., etc. Donc, dans le plan, il parlait aussi dans l'article complet, il parlait aussi justement de problèmes qu'on retrouve pas avec l'alimentation végétale et tout ça. Mais moi, je suis relativement d'accord avec ça parce que souvent, quand il parle de santé cardiovasculaire, on dit souvent que le régime végétarien est peut-être mieux, etc. Mais là, c'est un aveu, ils avouent en fait que c'est aussi moins anabolisant, parce que moins de leucine. Alors on peut bricoler, comme on veut avec, ces combinaisons d'acides aminés, dans la diète végétarienne. Là, ils pointent du doigt surtout la protéine animale, le bœuf, le lait, les œufs et cetera par rapport à ça. Donc c'est un aveu, on va dire, indirect mais réel quand même parce que si vous prenez l'article dans son intégralité, il parle de la signalisation mTOR, hein, le truc qu'il faut éviter, d'activer si on veut vivre vieux, mais qu'on doit activer si on veut, faire de la masse musculaire, en gros. Cette étude n'est pas sur des sportifs, encore une fois, et donc du coup, ça fait quand même un apport en protéines, plutôt, comment dire? 110 grammes de protéines quand on consomme que 2000 calories par jour, c'est pas nul comme apport en protéines. Et je pense que beaucoup de personnes vont utiliser cette étude pour terroriser les gens. Sauf que 110 grammes de protéines pour quelqu'un de sédentaire, c'est pas neutre, en fait, hein, puisqu'on est au-delà du gramme par kilo de poids de corps et par jour, sauf si vous pesez 110 kilos. Enfin, j'ai pas besoin de faire maths pour vous apprendre ça, mais Heu, on n'est pas sur un apport nul. Donc 22 d'apport protéique quotidien, c'est pas ridicule chez une personne sédentaire. Après, chez un sportif, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que le sportif va les métaboliser, d'une autre façon. En fait, il va pas avoir, besoin de s'en débarrasser ou d'en faire, de les filtrer et cetera. Enfin, il va être obligé surtout de reconstruire de la masse musculaire qu'il a dégradée et heu et donc il va en utiliser une bonne partie, à des fins de reconstruction, voire à des fins énergétiques si, il a un apport énergétique, notamment glucidique et lipidique, enfin surtout glucidique, très bas. Donc moi je trouve que c'est intéressant parce que j'aime pas, si vous voulez, le diable et l'ange dans la nutrition. Vous savez, celui-là est génial, celui-là enfin, il y en a, mais c'est pas vraiment dans la nutrition. C'est plutôt dans la dans des choses comestibles qu'on appelle de la nutrition aujourd'hui. Je pense que vous avez compris de quoi je veux parler.
Mais globalement, je déteste, par exemple, les approches où ils disent, «Les protéines, c'est génial, donc on peut en manger à volonté» ou alors, «Tel aliment est génial». Même les légumes, on sait qu'aujourd'hui, des légumes, si vous mangez des légumes à volonté, au niveau de l'excès de fibres, ça peut mal se passer au niveau des intestins. Enfin, voilà, vous pouvez aussi vous taper des saloperies, des grosses indigestions et tout, si vous abusez de tel ou tel aliment. Donc il y a pas de, comment dire? Il y a pas d'aliment où on pourrait poser notre cerveau et dire, «Bon, maintenant je m'alimente qu'avec ça, je en mange à satiété, aucun problème». Non, il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est exactement comme des choses dans la vie quotidienne, c'est-à-dire que d'un petit peu, de boire un petit verre de vin, ça peut être plutôt bénéfique, on va dire, pour le système cardiovasculaire, si c'est un vin de bonne qualité avec les tanins et cetera. Mais la dose, en fait, avant qu'elle devienne poison est limite, hein. Pareil pour certains médicaments, vous prenez de l'aspirine, alors je suis pas médecin, hein, mais une petite dose, aura pas trop d'effet, on va dire, négatif sur la santé, plutôt positif, mais à haute dose, bah, ça peut être, contre-productif. Enfin, c'est toujours la dose, le poison. Je vais pas vous refaire le schéma ici parce que vous le connaissez, mais heu, les protéines, les gens quand ils disent, une consommation aveugle, assez élevée et aveugle de protéines, ça me fait toujours rire parce que, heu très souvent, on parle, vous savez, «Oh là là, telle ou telle personne fait une diète hyper protéinée, c'est mauvais pour la santé». Mais les gens ne se rendent pas compte qu'ils mangent très souvent aussi, pas mal de protéines dans la vie de tous les jours. Alors certes, pas des protéines de très bonne qualité sous forme brute comme, je sais pas moi, des œufs, de la viande, du poisson, mais par contre, ils vont en manger de façon détournée, dans des plats préparés, dans de la charcuterie, dans des produits laitiers en fin de repas, dans des sauces à base de produits laitiers également. Heu et des viandes transformées et cetera. Ils vont en manger des protéinés. On a toujours l'impression que la personne qui ne fait pas de musculation, de diète particulière, se retrouve à pas manger, beaucoup de protéines. C'est pas forcément une réalité chez tout le monde. Ça dépend vraiment des habitudes de vie de chacun. Alors évidemment, ceux qui ont conscience de ça, qui vont éviter tous ces aliments, auront pas un apport en protéines super élevé. Mais vous pouvez trouver des gens qui ont un apport en protéines relativement élevé, sans se rendre compte qu'ils en mangent beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pas l'impression d'être en diète, hyper protéinée. De toute façon, c'est vrai que de toute façon, manger sainement, ça devient de plus en dans la tête des gens, manger sainement, donc manger, éviter les aliments ultra transformés, blablabla, toutes ces choses-là, c'est de plus en plus devenu être au régime. Ce qui n'a strictement rien à voir, même si régime veut pas dire régime amaigrissant, dans l'inconscient collectif, ça veut dire régime amaigrissant, mais non, en réalité, un régime n'est pas un régime amaigrissant. Un régime, c'est un type d'alimentation, qui a un but, un objectif, on va dire. Hem, Là, enfin, un mode alimentaire, on va dire plutôt. Là, le manger sainement, ça devient être au régime dans la tête de beaucoup de personnes. Ce qui me paraît quand même assez fou, parce que, le alors je pense que c'est souhaité, hein. C'est souhaité et d'ailleurs j'en parlais hier avec un ami, il y en a qui ont de la chance, ils peuvent manger de tout, ils prennent pas de poids et cetera, mais dans le tout, très souvent, il y a toutes les mauvaises choses, mais il y a très rarement les bonnes, hein. C'est-à-dire que dans le tout, on retrouvera souvent des aliments qu'on ultra transformés, très sucrés et tout ça, mais on trouvera rarement les aliments, où les gens peinent à aller, donc les choux de Bruxelles, les brocolis, toutes ces choses-là également. Et c'est vrai qu'on avait cette discussion et vous pouvez l'observer, en règle générale, ceux qui vont avoir tendance à se on va dire je vais pas dire à se forcer, on va dire à s'habituer assez jeunes ou en tout cas à un moment donné à prendre des bonnes habitudes, à manger des légumes et cetera, auront tendance à moins aller vers les aliments ultra transformés et tout quand ils vont être habitués à ce type d'alimentation. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension, il y a des valeurs, il y a tout ça derrière. On a compris, hein, faut pas nous prendre pour des idiots, même si tout le monde essaye de lutter, enfin tout le monde, tout un groupe de personnes essayent de lutter pour nous dire de continuer à manger de tout et dans les mêmes proportions, ce qui me paraît complètement absurde. On voit bien que quand on mange certains aliments, le lendemain, on ne se sent pas dans le même état que quand on en mange d'autres. Sans en abuser, sans en abuser.
Et d'ailleurs, je pense que c'est en ça que le sportif a toujours un petit temps d'avance et notamment les sportifs, qui ont des disciplines très très exigeantes alors ou en endurance ou en force, où ils ont besoin d'être très, ça se joue au gramme près quand c'est de la force et ça se joue à quelques secondes près quand c'est de l'endurance. Hem, les sportifs sont des bons récepteurs, ont des bons, comment dire, des bons médiateurs, des bons juges, de la nutrition parce que vous l'avez vu, vous qui faites du sport, vous en fonction de ce que vous avez mangé la veille, voire même le matin ou le midi, la séance de sport que vous allez faire par la suite s'en trouve, ou perturbée ou améliorée, on ressent tout de suite les hausses, les baisses d'énergie, les inconforts digestifs. Donc un sportif, on peut pas lui faire à l'envers. Quand on lui dit: «Mais non, mais peu importe, tout est une question de dosage», non. On a tous essayé déjà de manger, moi ça m'est déjà arrivé, hein, d'aller rejoindre un ami, par exemple, manger quelque part et de manger un truc qui a à vendre quelque part également. Donc même si c'est une petite salade de thon, machin, je ressens tout de suite que ça n'a pas du tout le même effet que les plats que je vais pouvoir me préparer moi, avec des légumes, une bonne protéine, un glucide de très bonne qualité. Je vois tout de suite la différence. Pourquoi? Parce que mon assiette, l'index glycémique, la charge glycémique est pas mesurée, mais en tout cas, c'est tellement ancré dans ma tête que c'est optimisé pour le sport, l'apport en végétaux également, l'apport en protéines également. Donc forcément, j'ai une assiette de champion. D'ailleurs, si vous savez pas faire des assiettes de champion, venez voir sur le site, on en parle, quoi. Mais tout ça pour dire que le sportif est un très bon baromètre, de l'efficacité d'une approche alimentaire ou d'une autre. Et quand vous avez besoin de performer, quand vous avez besoin de dépasser un certain stade, vous pouvez plus vous permettre de manger comme monsieur et madame tout le monde. Et ceux qui vous disent: «Mais moi je connais un sportif qui mange n'importe comment et qui performe», heu, dites-vous une chose, c'est que il est qu'au début de ses performances. Le jour où il apprendra vraiment à bien manger et à se confronter vraiment à l'élite, il verra qu'il est obligé de manger sainement, en tout cas de manger de manière cohérente avec ses efforts. Apparemment, donc c'est le deuxième sujet et j'aime bien le mettre juste à la suite parce qu'on continue à parler des protéines. Un petit déjeuner protéiné pour démarrer la journée du bon pied. Donc c'est une étude danoise, qui rapporte que, sur l'importance du petit déjeuner, en particulier sur les bienfaits d'un petit déjeuner riche en protéines. Donc, en suivant 30 femmes obèses âgées de 18 à 30 ans sur 3 jours. 3 jours, c'est pas beaucoup, hein. Les chercheurs ont comparé les effets d'un petit déjeuner riche en protéines, en glucides et l'absence de petit déjeuner sur la satiété, les niveaux hormonaux, l'apport énergétique au déjeuner, donc le repas suivant, ainsi que sur la concentration. Je trouve ça intéressant parce que, la comment dire? La concentration et tout, c'est assez, vous savez, alors ça s'est un peu calmé, mais on était dans une mode assez, large sur les nootropiques, les nootropes et tout là, ces trucs pour, hyper focus, qui vont avec quoi? Qui vont avec, ces métiers sédentaires, perte de sens de la vie et du coup, on n'est plus du tout concentré pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc il y a un gros problème avec ça et la réalité, c'est certainement pas à chercher du côté de ces substances-là, mais plutôt du sens et des valeurs qu'on donne à son propre travail. Bref, parce que je vous garantis que si, là, je vous dis, vous avez 1 heure pour trouver une solution pour sauver la vie de votre collègue qui est juste à côté avec, le travail que vous êtes en train de faire, ou vous avez, si vous réalisez, telle tâche dans les 3 heures, vous avez une augmentation de 20 de votre salaire, je vous garantis que vous avez plus besoin de nootropiques, hein. Donc c'est bien que là, en disant ça, j'ai juste mis du sens et de la valeur à votre travail pour les 2 prochaines heures et vous avez une augmentation de l'énergie, immédiate, intrinsèque, sans avoir besoin de substances extérieures. Donc à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions sur est-ce qu'on a besoin de ce genre de substance ou est-ce qu'on a juste besoin de retrouver du sens dans ce qu'on est en train de faire? Voilà, je laisse le sujet, planer, mais j'ai déjà ma réponse personnelle, hein. J'ai déjà mon point de vue et je l'applique déjà dans mon quotidien. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Donc, je reviens à cette fameuse étude. Donc, alors là, ils font parler du skyr, hein. Donc les résultats sont révélateurs. Un petit déjeuner riche en protéines composé de skyr, un produit laitier et d'avoine, a augmenté la sensation de satiété et la capacité de concentration des participantes, sans pour autant réduire leur rapport énergétique total par rapport à l'absence de petit déjeuner ou à un petit déjeuner riche en glucides. Alors, je veux
tiens tout de suite à vous le dire. Je l'ai dit dès le début où le ski est devenu à la mode, c'est-à-dire il y a peut-être 5, 6 ans ou peut-être, un peu après, je sais plus. Je vous ai dit: «Attention, vous êtes en train de vous faire avoir par le marketing. Le skier n'est pas mieux qu'un fromage blanc, X ou Y, hein». Il y en a qui vont me dire: «Mais si, si, parce qu'il y a un peu plus de protéines, moins de glucides». Non, non, vous payez surtout trop cher quelque chose qui, au gramme près, on s'en fout en fait. Arrêtez d'être aussi pointu, il y a pas besoin. Donc prenez un fromage blanc bien moins cher, surtout avec le prix de la bouffe en ce moment. Si vous mangez du fromage blanc et que vous le tolérez, le skier, laissez-le de côté, quoi. Sauf si vous êtes blindé et que vous avez envie de faire comme l'influenceur ou l'influenceuse à la mode, mais sinon restez sur du fromage blanc standard. Ne vous faites pas avoir par le packaging, enfin voilà. Et surtout qu'il y en a d'autres qui s'y sont mis parce qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont dit: «Mince, ils ont bien compris le truc, ils sont en train de se gaver avec ça». Et là où justement les produits laitiers commençaient à pédaler un peu dans la semoule, ils se sont dit: «On a tout un marché de sportifs à convertir qui eux, ils veulent des protéines, on va leur en donner, hein. Enfin, on va l'écrire sur le packaging et on va juste le gonfler de quelques grammes sur le tableau des ingrédients, comme ça on mentira pas». Bref, donc c'est un produit plus protéiné, légèrement plus protéiné que le fromage blanc standard, mais honnêtement, ça n'en vaut pas le prix du tout. Voilà, c'est un point de vue personnel, ne vous faites pas avoir. Donc le professeur associé PhD, Department of Public Health, donc Mette Hansen, souligne que si les repas riches en protéines augmentent la sensation de satiété, ce qui est positif pour prévenir la prise de poids, la solution n'est pas aussi simple. Pour que cette stratégie nutritionnelle soit efficace, il ne suffit pas de consommer un petit déjeuner riche en protéines. L'étude met en lumière la différence significative dans l'effet de satiété entre deux repas du même contenu calorique, mais des compositions différentes. Et les participantes ont plus de difficultés à consommer l'intégralité du petit déjeuner riche en protéines, ce qui suggère que le choix du type de petit déjeuner peut influencer la quantité totale de nourriture et donc de calories consommées dans la journée. Donc, bien que prometteuse, cette recherche souligne le besoin de poursuivre les études, etc. Bon. Un effet. Alors, ouais, donc cette étude pourrait conduire à l'élaboration de recommandations nutritionnelles plus ciblées à l'avenir, offrant des stratégies potentielles efficaces pour combattre l'obésité, améliorer la concentration et la satiété tout au long de la journée. Bon, alors moi j'ai appris aussi que certains gros groupes de produits laitiers se tournaient maintenant sur des faux produits laitiers à base d'avoine. Donc, alors faites attention toujours sur les études qu'on va avoir de plus en plus. Elles vont être de plus en plus également poussées par l'industrie des produits laitiers et tout, par rapport à ce qu'elle va produire, hein, c'est toujours ça. L'argument d'autorité, l'étude scientifique est toujours bonne pour les gens, pour les journalistes. En fait, l'argument d'autorité séduit les journalistes et les journalistes séduisent les «foules», entre guillemets, pas toutes, mais sur la nutrition, les gens ont encore quand même une certaine, ils croient quand même encore pas mal le journaliste, hein. Donc un article avec marqué en gros: «La protéine tue», «Les yaourts, c'est bonbon», les trucs comme ça, bon, ça marche encore bien, hein, ça fait encore du clic, quoi. Bon, je m'étais pas trompé, c'est financé par la Danish Dairy Board, fondation danoise pour la recherche laitière, et je lis sur le «Qui sommes-nous?» en gros du site: «La fondation danoise pour la recherche laitière, DDRF, soutient la recherche laitière appliquée et lance et coordonne la recherche fondamentale en étroite collaboration avec l'industrie laitière». Voilà. Je ne dirais pas autre chose. Et depuis la création de la fondation en 90, le secteur laitier, les partenaires associés et d'autres organismes de financement ont investi un montant total de 1 milliard de DKK, donc ça doit être leur monnaie là-bas, hem, dans la recherche menée dans les universités et les hôpitaux universitaires par l'intermédiaire de la fondation danoise pour la recherche laitière. Voilà, je vous laisse poser ça là, sur le coin de table, et vous voyez si vous l'entendez ou si vous l'entendez pas. Donc les femmes tirent plus de bénéfices de l'exercice physique que les hommes, avec moins d'efforts. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que comment dire? Dans le monde du sport, le niveau de force des hommes est supérieur au niveau de force des femmes. Bon, c'est pour ça qu'on leur fait pas de compétition ensemble, parce qu'il y a
une inégalité, biologique, une inégalité, métabolique et donc ce serait, pas équitable. Et là, par contre, les femmes tireraient plus de bénéfices de l'exercice physique que les hommes avec moins d'efforts. Donc c'est une étude prospective sur 412 413 adultes américains, 55% de femmes d'âge moyen de 44 ans, a révélé que les femmes bénéficient davantage de l'activité physique en termes de réduction des risques de mortalité, toutes causes confondues, et cardiovasculaires par rapport aux hommes, et ce, avec moins d'efforts. L'activité physique régulière de loisirs, comparée à l'inactivité, était associée à une réduction de 24% du risque de mortalité, toutes causes confondues chez les femmes, contre 15% chez les hommes, quasiment 10% de moins. Les hommes atteignaient leur bénéfice maximal de survie avec 300 minutes par semaine d'activité physique modérée à vigoureuse, tandis que les femmes obtenaient un bénéfice similaire avec seulement 140 minutes. Donc 2 fois moins. Continuant à bénéficier jusqu'à atteindre également un bénéfice maximal de survie avec environ 300 minutes par semaine. Ces résultats étaient similaires pour la mortalité cardiovasculaire. J'ai lancé Siri sur mon téléphone d'ailleurs. Et cohérent pour toutes les mesures d'activité aérobique ainsi que l'activité de renforcement musculaire, donc la muscu et le cardio, quoi. Cette découverte pourrait contribuer à réduire l'écart entre les genres en motivant particulièrement les femmes à s'engager dans une activité physique régulière de loisir. L'étude souligne l'importance de l'activité physique pour la santé, mais révèle également que les bénéfices peuvent varier significativement entre les sexes. Ces informations pourraient être cruciales pour élaborer des recommandations plus personnalisées et efficaces pour encourager l'activité physique chez les femmes et les hommes. En fait, surtout chez les hommes, parce que visiblement, il faut en faire 2 fois plus pour avoir des avantages. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, je trouve que euh, dans ce... En fait, que les choses s'équilibrent, quoi. Parce que de pouvoir mettre lourd au développé couché, au squat et tout quand on est un homme, et puis quand la nana elle regarde, elle dit mais c'est vraiment injuste, nous aussi on aimerait bien mettre aussi lourd et on peut pas parce qu'on n'a pas physiologiquement autant de testo, etc., de force, donc on va pas pousser aussi lourd et tout. Alors vous allez me dire mais si regarde, moi je connais une nana, regarde, elle est championne. Ouais, mais elle est championne, d'accord, comparée à moi elle est beaucoup plus forte, mais comparée aux champions de sa catégorie elle sera moins forte. Mais là, je trouve que c'est un bon équilibre. Un bon équilibre qui dit que, en fait, à effort égal, les femmes tirent 2 fois plus d'avantages pour la santé. Bim. Allez, c'est posé là. Encore une fois, on le laisse sur le coin de la table et on peut en discuter, on peut en débattre comme on veut, mais c'est une réalité, visiblement. Et c'est une bonne chose. Ce qui peut-être pourrait aussi expliquer en partie la meilleure longévité des femmes. Il n'y a pas que ça, hein. Il y en a beaucoup qui disaient: «Elles fument moins, elles picolent moins, elles ont moins de comportements à risque». Mais il y a également peut-être aussi que, les femmes qui bougent un petit peu au quotidien, elles profitent plus, de l'activité physique que l'homme. Et moi, je serais curieux de faire vraiment une analyse, heu, plus poussée, en fait. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on revient, on remonte le temps en fait, on rembobine le fil et on essaye de remonter le plus loin possible avant, le fait qu'on oblige tout le monde à aller travailler, d'être salarié, parce que c'est pareil, hein, quand on a libéré la libération, vous savez, les femmes qui ont pu aller bosser, c'est un avantage, comment dire? C'est une évolution sociale, une libération, et en même temps une privation, puisque très bien on peut aller travailler, mais maintenant essayer de redevenir, de ne plus travailler, de vivre que sur un salaire, ça n'est plus possible. Donc il y a plus de c'est pas une liberté en fait, ça a été vendu comme une liberté, sauf qu'aujourd'hui c'est plus une liberté, parce que je vous garantis que si madame s'arrête de travailler, le foyer, ça va, enfin, voilà quoi. Il y a un argumentaire très solide pour soutenir ça, hein, pour montrer que ça faisait des personnes en plus à faire bosser, de la main-d'œuvre supplémentaire, etc. Donc ça permettait d'avoir des salaires plus bas. Enfin bon, toute une logique économique derrière ça. Mais bon, le point positif, c'est que les femmes ont pu s'épanouir dans le métier de leurs rêves, etc. Là, c'est encore une fois, si on remonte encore le film, on remonte encore bien plus loin avant tout ça.
Ça voudrait dire quoi? Que l'inactivité était plus un domaine féminin et que du coup, la moindre activité faisait quelque chose sur le corps, là où l'homme avait déjà une forte activité et donc du coup, lui, pour avoir des effets supérieurs, il devait en faire encore plus. Sauf qu'aujourd'hui, on est quasiment tous, là je parle, je remonte très en arrière, l'homme allait chasser, la femme, faisait la cueillette et tout, donc l'effort très physique était plus sur l'homme et la femme était plus à s'occuper de l'enfant et tout ça. Donc tout ce qu'aujourd'hui, on irait au bûcher pour un mode de vie comme ça, mais c'était celui qui nous a permis d'être en vie aujourd'hui, donc il faut peut-être un peu aussi, être capable de le regarder, juste avec un œil, historique et plutôt que critique. Et aujourd'hui, par contre, vu qu'on est tous sur, à égalité, on va dire, dans le travail, je veux dire, un homme, une femme au boulot, il est assis sur une chaise devant un écran et tout, et ben, se créent des inégalités physiologiques. Parce que, si on lui dit, il faut marcher, 30 minutes par jour, ouais, mais si tu es un homme et une femme, ça n'aura pas les mêmes effets. Oui. Si tu es une femme, ça aura des effets plus rapidement que si tu es un homme. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours ce truc et je pense qu'à un moment donné, à vouloir tout lisser, tout égaliser, en mettant, en sourdine la physiologie de chacun, le sexe de chacun, hein, on en oublie en fait que, bah, on est différents en fait, intrinsèquement différents et qu'on ne réagit pas aux mêmes choses et que c'est bien de découvrir des différences et heureusement qu'on en découvre, parce que ces différences permettent justement d'améliorer, parce que par exemple, une personne, qui se dit qui voit «Ah, il faut absolument faire 300 minutes par semaine d'activité physique». Une femme très fatiguée, je sais pas, elle a traversé une période très difficile dans sa vie, peu importe, maladie, dépression, stress ou peu importe. Et elle voit que pour se remettre d'aplomb, il faut faire 300 minutes. Mais 300 minutes, ça lui paraît hardcore. Mais en fait, si une étude lui dit: «Non mais attends, en fait 300 minutes, c'est le chiffre, totalement, arbitraire qu'on a donné, pour, tous sexes confondus, mais en fait, chez les femmes, à partir de 140 minutes, il y a déjà des gros effets, quoi». Mais c'est soulageant et en fait, ça peut permettre de pas décourager, une personne de s'y mettre, quoi. Donc moi, je suis pour, la réintroduction justement de ces différences, notamment dans le monde de la santé, du sport, de l'activité physique, de la nutrition et tout. Après, dans le côté de la morale et tout, ça me regarde pas, c'est pas mon sujet, j'en ai rien à foutre. Mais du côté du sport et tout, je pense que c'est important d'inclure le maximum de différences comme ça, parce que ça permet de justement au maximum mettre de la personnalisation, quoi. Qui sont ces aliments tueurs silencieux à votre avis? Bon, donc dans une ère où l'obésité et le manque d'activité physique sont des préoccupations majeures, une nouvelle menace émerge dans l'alimentation standard américaine. La consommation sans précédent d'aliments ultra transformés. Alors celui-là, on l'a à toutes les sauces, de toutes les couleurs et tout. C'est la nouvelle guerre, un peu comme le tabac, dans les années, 60-70 ou 50, entre 50 et 70 là. Donc ces produits qui représentent près de 60% de l'alimentation moyenne des adultes et 70% de celle des enfants aux États-Unis sont bourrés d'additifs et d'ingrédients jamais rencontrés par la physiologie humaine, posant un risque sanitaire potentiellement aussi grave, que l'était l'hypertension non reconnue dans les décennies passées. Donc là, eux, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein. Pour dans l'article là, Cool Ultra Processed Food be the new silent killer. Voilà, avec mon accent, hyper ASMR. Euh, donc des médecins de la Florida Atlantic University Schmidt College of Medicine ont exploré cette hypothèse, soulignant un combat où l'industrie du divertissement, l'industrie alimentaire et les politiques publiques ne s'alignent pas sur les besoins des patients. Leur commentaire publié dans The American Journal of Medicine met en lumière les dangers potentiels de ces aliments qui, même en l'absence d'additifs problématiques, pourraient contribuer à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiaques en raison de leur digestion rapide et efficace. Efficace, rapide, oui, efficace, je sais pas, efficace pour pas être ballonné peut-être, mais rapide, enfin bon, j'aime pas. Efficace, ça me plaît pas comme mot, parce qu'efficace, ça veut dire c'est bien. On va dire rapide et enfin bon, rapide.
entraînant une extraction calorique élevée. Ah oui, efficacité pour extraire les calories, ça je veux bien. Des charges glycémiques importantes et une augmentation de la lipoprotéine riche en triglycérides après consommation. Extraction calorique élevée, c'est pourquoi? Absence de fibres, IG très élevé, absence de protéines. Étant donné qu'on a une alimentation comme ça, qu'est-ce qui se passe? On a un microbiote qui est pas top, et donc tout ça fait que ça va mal se passer. Donc en fait, même en l'absence des additifs, déjà on va dire la matière brute utilisée dans les aliments ultra transformés, c'est un peu de la daube. Donc quand vous essayez, ah regarde, je mange ça, mais il y a pas beaucoup d'additifs, hein, il y a pas beaucoup de, ouais non mais attends, c'est quoi qu'ils ont utilisé comme matière première, comme glucides là-dedans par exemple? Si c'est de la farine de riz, machin, parce que ils me font rire tous ces gens-là avec leur farine de riz, leurs trucs de riz. En fait, ils bouffent des IG élevés, quoi. C'est pas grave, ils s'en foutent, ils s'envoient de l'IG élevé comme ça. Il y a quand même des meilleures sources, mais enfin, à moins que vous avez envie de booster votre insuline à 300 hein, ça c'est votre choix. Vous avez peut-être envie de booster l'anabolisme via, une forte charge en glucides et tout ça. Bon, moi c'est pas trop mon truc, hein. Je suis pas fan, hein, de tous ces IG élevés et tout, notamment pour la santé, au-delà même de la prise de masse musculaire. Mais bon bref, est-ce que ça dit là, eux, enfin, en fait, si vous voulez, nous, en France, on a moins ce rapport-là parce qu'on a l'impression que, il y a encore un peu dans le discours, je préfère une bonne blanquette à un fast-food. Bon, on l'entend quand même de moins en moins ce discours, hein. Parce que les gens, plus vous allez vous rapprocher des villes, plus ça va être du Uber Eats, du Deliveroo, et cetera, du plat sur le pouce. Il y en a qui essayent de se donner bonne conscience avec des pokéballs ou des sushis, mais si vous mettez le riz blanc et la sauce soja sucrée, vous vous retrouvez avec la même chose, hein, c'est de la merde. Enfin, il faut dire ce qui est, à un moment donné, c'est de la merde. Donc, non, il y a pas d'aliments transformés bons pour la santé. Enfin, il y en a qui essayent de vous le mettre sur Instagram avec des petites stories et tout là, vous expliquer que si ça peut exister. Alors forcément, vous allez m'en trouver un ou deux, ça pourra passer, mais globalement, dès que c'est un emballage cartonné fluo qui clignote, qui fait presque de la musique et tout dans les rayons, en règle générale, le budget, il a pas été sur la qualité de l'aliment. Et vous voyez où il a été le budget, quoi. Et eux, en fait, ils peuvent plus faire marche arrière. Là, ils se disent, enfin, ils essayent de faire marche arrière, ils aimeraient bien, donc ils sont plus à prendre des gants, là, hein. Eux, 60% de l'alimentation moyenne de l'adulte et 70% des enfants aux États-Unis sont bourrés d'additifs et d'ingrédients jamais rencontrés par la physiologie humaine. La phrase est lourde quand même, est lourde de sens, quoi. C'est-à-dire qu'on se met dans le cornet. C'est un petit peu comme si, je vais vous donner un exemple, mais c'est un exemple qui n'est pas, ne le faites pas ça chez vous, hein. Mais bon, pour vous donner une image, c'est comme si vous faites une tartine, là, vous prenez un morceau de pain complet, parce que souvent les aliments ultra transformés, ils y vont pas avec le dos de la cuillère également pour vous dire que c'est du complet, qu'il y a des fibres riches en vitamines, blablabla. Donc vous prenez une bonne tranche de pain, avec tous ces arguments dessus, vous mettez un peu d'avocat et vous mettez après, vous allez à votre rayon, pas le rayon, mais dans votre placard à produits de ménager, vous mettez quelques gouttes de chaque produit dessus, vous le mangez, quoi. C'est un peu la même chose. En fait, la physiologie humaine, elle n'a pas été habituée à recevoir de l'Ajax, faites des fleurs, des trucs comme ça. Donc c'est en fait, on n'a pas de recul. C'est comme les études sur le vapotage et tout. Là, les gens au début, à peine c'était sorti le vapotage, là, tout le monde vapotait de partout. Là, ils vous envoyaient leur odeur chewing-gum en pleine poire. Bon, moi j'aime bien l'odeur, c'est sympa. Mais et on vous envoyait ça en pleine poire et les études disaient il y a pas de problème. Mais en fait, t'en sais rien. Il y a pas d'études. Le truc qui est sorti il y a une semaine. Il y a pas d'études en fait sur ton truc de vapotage là. T'as eu quelques trucs en essai sous-marin où on va te sortir que celles qui sont significatives pour le vendre, mais sinon, études de grande échelle indépendante, t'en as pas encore. C'est pas possible. T'as que ceux qui veulent le vendre qui t'ont publié des études pour l'instant. C'est un peu comme tout d'ailleurs. Il faut attendre un certain temps. Donc, on verra peut-être dans 20 ans s'il y a des problèmes. Mais bon, dans 20 ans, faut pas se baser sur les études d'aujourd'hui pour dans 20 ans, quoi, hein. Voilà. Bon, vous avez compris, les aliments ultra transformés seraient le nouveau tueur silencieux. Alors silencieux, pas tant que ça, hein, parce que quand on bouffe de la crotte,
on se sent pas très bien au quotidien, quoi. Et alors les auteurs, ils soulignent, ah bah, et d'ailleurs, ils en parlent du tabac, là. Les auteurs soulignent l'importance pour les professionnels de la santé de conseiller leurs patients sur les bienfaits d'une augmentation de la consommation d'aliments entiers et d'une réduction des aliments ultra transformés. Non, mais en fait, ça devrait être sur toutes les salles d'attente, ça. Moi, je serais médecin aujourd'hui, je mettrais en fait un tableau géant, mais géant, un truc mais monstrueux, qui soit vu par tout le monde avec des émojis, une belle infographie là, vous savez, en plus avec tous les comment dire, tous les entrepreneurs du web et tout qu'il y a maintenant là, je me payerais un bon graphiste, je lui ferais faire une infographie de malade en lui disant ce qu'est une alimentation de bonne qualité avec des émojis, des belles images et tout, et de l'autre côté une alimentation de mauvaise qualité. Et je lui mettrai ça en gros en pleine poire dans la salle d'attente. Comme ça, il a bien le temps de méditer en regardant ça. Il va apprendre des choses, il va se rendre compte de ce que c'est, il va forcément en faire une bonne photo si le truc est joli, il va le partager sur les réseaux sociaux. Enfin, ça va faire un effet boule de neige et c'est très très bien. Et puis en plus, je pense qu'aujourd'hui, si un professionnel de la santé, quel qu'il soit, met ça dans sa salle d'attente, c'est un gage de qualité. On se dira ah celui-là il pense pas que par le médoc, il voit aussi le mode de vie et tout. C'est un bon médecin. Beaucoup vont se dire ça, hein, ce qui veut rien dire, mais en tout cas ça voudra dire qu'il est intéressé par ça. En tout cas une des personnes du cabinet. Donc il compare la situation actuelle à celle du tabac au milieu du siècle dernier. Bon, j'avais vu juste, où des décennies se sont écoulées avant que les preuves et les efforts des responsables de la santé publique n'entraînent un changement de politique pour décourager l'usage des cigarettes. Donc ils préviennent que les aliments ultra transformés pourraient suivre un chemin similaire, soulignant le pouvoir des multinationales de l'agroalimentaire et la nécessité d'une réponse de santé publique plus large pour promouvoir des options alimentaires plus saines et accessibles. Alors là, il y a des gens qui sont en train de se dire oui, mais l'être humain, il a jamais fait marche arrière, il a toujours innové, on fait pas de décroissance, etc. Faux. C'est faux. Alors peut-être dans comment dire la technologie et tout ça, mais le tabac. Prenez le tabac, ne serait-ce que nous, enfin ceux qui ont de ma génération 90. Enfin moi je suis né fin des années 80, mais j'ai été enfant dans les années 90. Ça clopait dans les bagnoles, ça clopait dans les salons, il y avait des gosses à côté, ça clopait partout. Dans les restos, en intérieur, ça clopait quoi. Il y a bien une décroissance, ça clope plus. Nulle part maintenant. Il y a les fumeurs maintenant, c'est va des rétro satanas. Les pauvres, enfin bon, maintenant ils sont là sous la pluie en train de cloper sur le trottoir des restaurants. Mais ça clopait partout. Il y a bien eu un retour en arrière. Donc il pourra très bien y avoir un retour en arrière. Et ce retour en arrière, il va se faire comment? Ah ben, le jour où il y a des gens qui vont vous foutre je vous l'ai déjà dit dans le précédent podcast, mais sur un emballage de produits ultra transformés, vous aurez un ado à qui on a amputé l'orteil parce qu'il a du diabète de type 2. Ou alors, vous allez avoir quelqu'un qui sera greffé du foie, qui aura un problème du foie ou un bon foie gras. Regardez l'état de votre foie si vous abusez du sirop de fructose. Des sodas, par exemple, hein, je dis un truc. Et ça, ça va calmer, quoi. Ça va calmer. Ça va pas mettre. Alors, il y aura toujours des irréductibles, hein, mais bon, ça sera plus la même image colorée, comme à l'époque, on avait le cow-boy et le médecin qui clopaient dans les pubs télé ou dans les pubs papier. Et c'était ça la belle couleur du truc. D'ailleurs, regardez la série Mad Men pour voir comment ça s'est fait. Mais bon, c'est possible que ça se passe comme ça. Hein. Il peut y avoir retour en arrière. Faut pas se dire on fera jamais marche arrière. Ça peut le faire. Et regardez j'étais en train de penser à ça parce qu'on a mangé des crêpes il y a pas longtemps avec la fameuse pâte à tartiner que tout le monde connaît. Il y a eu un gros battage médiatique et tout. Ah, l'huile de palme, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, bah, l'huile de palme, elle est toujours présente. Hein. J'ai regardé la compo, elle est toujours présente. Allez, régime cétogène et musculation, est-ce que c'est une combinaison gagnante, oui ou non? Alors, le régime cétogène, c'est très riche en lipides, 70 à 80%, modéré en protéines, 15 à 25%, faible en glucides, 5 à 10%. C'est souvent associé à la perte de poids, mais est-ce que c'est compatible à la musculation, à la quête du gain musculaire, etc. Donc sur mon site, là, ce week-end, j'en ai parlé largement. J'ai été chercher les dernières études qui en parlent, et notamment qui parlent du régime adapté à la musculation.
Parce que moi, le régime cétogène pur, pour moi, c'est un régime pour épileptiques, pour les troubles neurologiques. C'est pas un régime du tout fait pour la musculation. C'est pas bon pour la prise de masse musculaire. Vous allez cataboliser à max et tout. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes font n'importe quoi quand ils disent: «Je fais un régime cétogène». Tu fais pas un vrai régime cétogène. Tu fais une approche adaptée du régime cétogène pour le sportif. Voilà. Bon, faut savoir qu'il y a par rapport à la version classique, la version adaptée, il y a plutôt un maintien de la masse musculaire, voire parfois un gain, selon le point de départ, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir, j'en ai parlé très largement dans une longue vidéo ce week-end, avec justement un guide en PDF et tout qui va avec. Donc je vous ai mis le lien également dans les notes de cet épisode, si ça vous intéresse, allez voir tout ça. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Toujours pareil, on reste à l'affût des nouvelles découvertes et tout ça pour mieux manger, mieux s'entraîner. Et merci de votre fidélité. Je vous le dis pas assez souvent, il me semble, de m'écouter toutes les semaines. Je vois les chiffres toutes les semaines. Vous êtes toujours aussi nombreux à m'écouter. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager avec un ami ou une amie qui a envie de progresser un petit peu dans ce domaine-là. C'est toujours mieux que de le partager comme ça, un peu à l'aveugle, de le donner plutôt à des personnes chez qui ça peut vraiment avoir du sens, quoi. Et voilà. En attendant, je vous laisse ici. Très bonne semaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.